Je vous dirais que pour être enseignante ou enseignant maintenant, prendre cette catégorie d'emploi-là en particulier, je vais dire que ça prend beaucoup de volonté. Je ne sais pas si c'est une question de vocation, mais c'est une question vraiment de volonté. Puis je regarde, il y a, dans les 5 premières années d'enseignement, il y a 20% de nos enseignantes, de nos enseignants qui quittent la profession, qui vont faire d'autres choses. J'ai entendu des jeunes enseignants qui me disaient, moi je fais ça en attendant. Il y en a qui m'ont déjà dit, moi c'est mon rêve de petite fille d'être enseignante, mais je vous le dis que j'en arrache. Puis je ne sais pas si un jour je vais pouvoir continuer à tenir l'école à bout de bras comme ça. Les conditions sont très difficiles et on entend le même discours en enseignement supérieur aussi. Les gens qui travaillent dans les cégeps et l'université, c'est devenu difficile. Moins d'enseignants, des chargés de cours. La précarité, on la sent partout. D'ailleurs, notre dernier congrès nous a demandé de prioriser charge de travail et précarité d'emploi. La Fédération des syndicats de l'enseignement a fait depuis les 10 dernières années à peu près des activités de valorisation du personnel enseignant. Parce que même entre nous, on a à se rappeler qui on est et la valeur qu'on a. Parce que les gouvernements ne nous le disent pas. Le gouvernement tape sur la tête des enseignantes, des enseignants et dénigre leur travail. C'est pas juste du salaire, la valorisation. C'est de la reconnaissance de leur niveau professionnel, c'est la reconnaissance de leur autonomie professionnelle, c'est la reconnaissance de leur travail pédagogique. Ce qu'on a déploré le plus au cours des dernières années, c'est que ces gens-là sont presque jamais consultés sur les changements qui vont arriver dans leur classe, sur les façons d'enseigner. De moins en moins, les gouvernements consultent les gens du milieu. Alors, ça donne lieu à des réformes étranges, ça donne lieu à des échecs. On a installé des tableaux intelligents dans les écoles. Il n'y a personne qui avait demandé ça, là. On a pensé que c'était une bonne idée. Et à un moment donné, nos techniciens en informatique ne sont pas nombreux pour réparer ça non plus. Et souvent, ils ne peuvent pas le réparer. Ça prend une firme externe qui vient le réparer. Et souvent, les gens finissent par dire, moi, là, un projecteur au plafond avec un écran bien ordinaire, ça aurait fait le travail, là. Donc, il y a une mauvaise gestion, il y a des mauvais choix qui sont faits. Et je le répète, si on ne consulte pas les gens du milieu, si ce n'est pas fait avec eux, c'est pas fait pour eux. Il faut que ça soit comme ça. Les gens savent ce qu'ils ont à faire, les gens sont professionnels, les gens ont des compétences, les gens vivent le quotidien d'une classe, d'un centre de santé, de services sociaux à tous les jours. Pourquoi on ne leur demanderait pas? C'est comment on pourrait améliorer le système pour qu'il fonctionne mieux. Ce sont des professionnels. On coupe des postes en entretien ménager ou on coupe des heures en entretien ménager ou on se met à calculer au pied carré, alors par des calculs algorithmiques. Là. Quand on commence à jouer dans les ordinateurs là, pour voir si une école est sale ou pas, déjà on commence à s'éloigner de la réalité. Là. Parce que j'ai vu dans des endroits, là, on a un savant calcul qui fait que tant de pieds carrés, il y a tant de pieds carrés dans l'école, donc ça devrait, en théorie, prendre tant d'heures à faire le ménage. Mais ce qu'ils ne calculent pas, c'est qu'il y a des humains dans cet établissement-là. Ça s'appelle des élèves. Les élèves, ils se promènent partout dans l'école. Ils ne se promènent pas juste que des pieds carrés de calculer par un brillant ordinateur. Là. Alors, on enlève des dimensions humaines, on essaie de tout normer, de réglementer par des programmes informatiques ou des trucs là, un petit peu obscurs. Et encore une fois, on ne consulte pas les gens. C'est qui la meilleure personne pour vous parler de ce qui doit être fait en entretien ménager? Bien, c'est le concierge. Le concierge, c'est son école. Puis il va vous le dire souvent. Il ne dira pas je travaille à l'école X. Il va dire mon école, c'est l'école X. Parce qu'il y a un sentiment d'appartenance. Idéalement, un ministre de l'Éducation va être à l'écoute des gens qui font l'école, des gens qui travaillent en éducation supérieure, en enseignement supérieur, va être à l'écoute des gens de son milieu, des directions d'école aussi, puis des différentes forces, même des parents, qui gravitent autour de l'école et de la communauté. Que le ministre de l'Éducation soit médecin, que ce soit un doyen d'une faculté, un doyen universitaire. Idéalement, ça devrait être quelqu'un de l'éducation, là, on s'entend, parce qu'on parle d'éducation. En santé, il devrait être quelqu'un qui connaît la santé. On en a un actuellement, c'est pas nécessairement un gage de réussite. Il peut pas être déconnecté et prendre des expériences ailleurs,
des recettes ailleurs et les appliquer dans sa cuisine sans parler à personne. C'est certain que ça ne peut pas marcher. C'est voué à l'échec à l'avance. On le sait, ça a été essayé partout et si c'est pas fait avec les gens du milieu, c'est pas fait pour les gens du milieu. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, que la personne soit médecin, soit philosophe, soit doyen, elle devra écouter les gens du milieu et pas appliquer une logique comptable à l'éducation ou à la santé. Ça non plus, ça ne peut pas marcher. Ça a été essayé partout. Je comprends qu'il y ait des difficultés pour équilibrer le budget et tout ça, mais il y a des mauvais choix qui se font aussi. On nage toujours dans des paradis fiscaux. On a toujours des compagnies qui ont des allègements fiscaux. On a plein de choix qui sont faits et on a tendance à penser que c'est encore les gens de l'État, les fonctionnaires de l'État, les enseignants qui gagnent trop cher. Le personnel de soutien, moyenne de salaire de 28 000 $ en milieu scolaire, c'est mis à pied à chaque année. C'est une job, ça? Comment qu'on vit avec ça? Il y a des postes de 15 heures par semaine, 10 heures par semaine. Ces gens-là se donnent, ces gens-là sont engagés, sont unis, puis ils veulent vraiment le bien-être des enfants, puis une qualité dans le service qu'ils donnent. Ils ont des postes de 10, 15 heures. Alors, les services publics ne sont pas très attrayants. Et d'ailleurs, dans les négociations, vous verrez souvent qu'on travaille sur l'attraction et la rétention du personnel. Actuellement, là, dans certaines classes d'emploi, c'est des classes d'emploi manuel, il y a 30 % d'écart avec des salaires équivalents dans le secteur privé. 30 % d'écart. Et ça comprend les salaires et les avantages sociaux. Puis là, on pourrait bien me dire, mais vous avez la permanence. 46 % de nos membres qui n'ont pas de permanence, là, qui sont à statut précaire. La moitié de nos membres. Alors, la permanence, là, tu l'as jusqu'à temps qu'ils te l'enlèvent dans le négo, là, ou qu'ils changent les règles du jeu. Je ne l'ai pas, la permanence. Là. Il y en a 46 % qui sont précaires. Alors, si on regarde les conditions de travail, désavantagées de plus en plus avec le secteur privé, c'est de moins en moins attrayant. Alors, on peut bien dire que ces gens-là là, qui gagnent trop cher, là, mais à un moment donné, là, par le passé de la négociation, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des gels salariales. Un gel salarial, là, je ne ferai pas un grand épilogue là-dessus, mais lorsqu'on nous a offert par le passé des gels salariaux en négociation, qu'est-ce que ça a comme effet? Sur toute ta carrière, tu as perdu ce temps-là. Tu le récupères jamais sur tout le long de ta carrière. Si tu es jeune, tu es dans le trouble. Parce que ce gel-là, il va te suivre tout le long de ta carrière. Deuxième effet, c'est que si tu as un gel salarial, puis le coût de la vie monte de 2 %, bien, tu viens de t'appauvrir de 2 % parce que le coût de la vie, lui, a monté pendant ce temps-là. Alors, ce qu'on nous a offert, c'est de l'appauvrissement. Alors, de l'appauvrissement, là, ça ne suscite pas tellement l'attraction d'un service public, que ce soit en éducation, en santé, services sociaux ou dans d'autres catégories d'emploi du secteur public, parapublic. Si on regarde les 5-6 dernières années, il y a 1 milliard qui a été coupé en éducation. 1 milliard. 1 milliard, c'est beaucoup. Et on annonçait cette semaine que dans l'année qui va venir, au début de l'année 2016, il y a un autre 200 millions qui va venir s'ajouter de coupures. Alors, comment ça se traduit dans la vraie vie, là, au-delà de ce que nos politiciens peuvent en dire? Bien, ça se traduit par un manque de ressources auprès des élèves et des ressources de soutien qui travaillent avec les enseignantes et les enseignants. Je donnais l'exemple, les professionnels de l'éducation, 250 postes de coupés qui vont en temps complet. C'est quand même beaucoup de personnes. Et qu'est-ce que ça veut dire en langage plus clair? C'est qu'un jeune, par exemple, qui veut savoir c'est quoi son profil pour aller occuper un emploi plus tard, on sait qu'il va aller voir un orienteur, par exemple. Bien, le ratio actuellement, là, c'est 1 pour 1000 élèves. Alors, bonne chance pour avoir du temps de qualité pour pouvoir le rencontrer et tout ça. Et les professionnels de l'éducation vont faire plusieurs écoles. Il peut arriver que dans une même semaine, ils vont faire 7, 8 écoles. Donc, c'est des psychologues, ces gens-là, souvent vont être même tentés à cause des piètres conditions d'aller s'exporter eux-mêmes vers le secteur privé. Ils vont avoir des meilleures conditions de travail en bout de ligne et des meilleurs revenus. Ça se traduit comme ça, des coupures. Ça se traduit par des écoles qui tombent en ruine. On envoyait à la Commission scolaire de Montréal aux nouvelles hier d'un gymnase. Et ça fait 10 ans, je crois, qu'il y a des demandes répétées qui sont faites, des morceaux qui tombent du plafond. On ne sait même pas si c'est de l'amiante, il y a des morceaux qui tombent du plafond dans le milieu du gymnase. Ça se traduit par
de la privatisation dans nos écoles. Lorsqu'on affame le secteur public, on engraisse le secteur privé souvent. Il ne faut pas l'oublier. Il y a quelqu'un qui doit prendre la relève. Les enfants ont le droit d'avoir un lieu d'études qui est sain et sécuritaire, mais le personnel qui travaille aussi, ça fait partie des normes de base, je crois. Alors, de ce côté-là, nous, on va être assez vigilants. Mais au-delà de ça, nous, on va inviter les directions d'établissement à s'asseoir et on va intervenir même au conseil d'établissement des écoles pour dire, écoutez, on est face à des situations qui ne sont plus tolérables. Alors, autour de la table d'un conseil d'établissement, il y a des parents, il y a la direction générale, il y a les gens qui sont là. Pour nous, ben, c'est essentiel qu'ils soient sensibilisés à ces situations-là. Alors, nous, c'est sûr qu'on va travailler avec nos gens qui sont à ces tables-là pour mettre en lumière ce qui arrive dans nos écoles. Qui perd en bout de ligne? Ben, ce sont les élèves. On va voir toujours le terme, là, écoutez, c'est un classique, là, on l'attend toujours, là, à chaque mouvement de protestation ou de grève ou de moyen de pression, les enfants sont pris en otage, les parents sont pris en otage. C'est un grand classique là, qui sort d'habitude dans les premiers jours. Mais dans le fond, qui est pris en otage quand on ne valorise pas la profession enseignante? Qui est pris en otage? Bien, ce sont les enfants les premiers, mais par les gouvernements. C'est pas le personnel de l'éducation qui prend les enfants en otage. Quand on n'a pas compris que l'éducation dans une société doit être une priorité nationale, on n'a rien compris. On n'a rien compris de l'histoire qui est derrière nous. On n'a rien compris de ce qui se passe dans le monde. L'éducation, ça doit être une priorité nationale. L'éducation, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Ça, il faut que ça soit clair. C'est certain qu'on va travailler encore une fois beaucoup sur la valorisation du personnel qu'on représente et nos fédérations à l'intérieur de la centrale, bien, ils travaillent activement également. Parce que c'est vrai que si on veut que nos gouvernements investissent en éducation davantage, il faudra avoir des alliés qui vont y croire aussi comme nous. Et ça commence en premier lieu par les parents. Ce qui est intéressant, c'est actuellement, au moment où on se parle, l'éducation, on l'a vu avec les campagnes qui sont menées, l'école à bout de bras et tout ça, chez nous, bien, on commence à avoir des parents qui font des chaînes humaines autour des écoles. Il y était 35 000 la semaine dernière qui faisaient des chaînes pour protéger leur école et qui demandaient que les conditions de travail des enseignants soient améliorées, qui étaient contre les propositions des patrons d'ajouter encore des élèves dans les classes, d'enlever les codes d'identification des élèves en difficulté d'apprentissage pour les classes et tout ça, et d'un ensemble de facteurs qui viennent appauvrir et rendre encore plus difficile la tâche enseignante, bien, dans ce sens-là, nous, on va continuer à se battre pour défendre cette profession-là, qui en vaut la peine. Les moyens de pression, dans les premiers qu'on fait, c'est on va s'en tenir à notre tâche. Les enseignants, c'est ça qu'ils font, les moyens de pression, souvent. Et là, tout le circuit, là, saute et le fonctionnement, on oublie ça, ça ne fonctionne plus. Et on dit seulement on va faire la tâche pour ce pourquoi on est payé. On sait très bien que les enseignantes, les enseignants travaillent 40, 50 heures, qui font les corrections la fin de semaine. On a même fait par le passé des moyens de pression. Les enseignants sont allés faire des corrections dans des centres d'achat, dans des Tim Hortons pour indiquer voici ce qu'on fait en fin de semaine. Vous pensez que on est en vacances tout l'été, puis la vie est belle. Là. Pas de vacances, les enseignants ne sont pas en vacances tout l'été. Leur salaire est réparti sur l'année. Alors, le premier moyen de pression, c'est souvent faire juste le travail pour lequel ils sont payés. Et déjà, ça fait dérailler la machine. Faire la grève maintenant, c'est un exercice de style un peu. Parce qu'avec toutes les obligations législatives qui, à travers le temps, ont été mises dans des lois spéciales, je donne toujours ça comme exemple, maintenant, il faut envoyer un faire-passe un jour à l'avance là, pour faire la grève. Déjà, en partant, il faut dire au ministère, on va faire la grève tel jour, telle heure, puis après ça, il faut voir un médiateur. Avant ça, il faut avoir un médiateur, une période de refroidissement. Il y a toute une cérémonie avant de faire la grève, ce qui nous amène moins de spontanéité, de rapport de force que c'était auparavant. Ça, c'est une chose. Il y a des gens qui tendent à penser qu'il pourrait peut-être y avoir un nouveau mode de négociation. Il y en a qui ont déjà énoncé, j'ai entendu dans des réunions, déjà par le passé, ça fait longtemps, là, mais pourquoi il n'y aurait pas des négociations permanentes au lieu de grandes négociations ciblées dans le temps?
ou qu'il y aurait toujours comme de vivant certains dossiers qui pourraient faire l'objet de négociations. Mais en même temps qu'on dit ça, ça enlève un rapport de force aussi. Là, il faut mettre ça dans la perspective. Il y a des expériences, je pense, à prendre dans d'autres pays aussi, mais la grande particularité qu'on a, c'est que notre employeur, c'est le législateur aussi. Fait que la première des choses, c'est de mettre des gens au pouvoir, je pense, qui sont à l'écoute des gens qu'on représente. Et en même temps, notre organisation, nous, est apolitique. On ne favorise pas un parti plutôt qu'un autre. On n'invite pas nos membres à voter pour un parti. Probablement qu'on devrait faire différent. Notre dernier congrès, son thème, c'était d'ailleurs le renouveau syndical. Alors, le renouveau syndical, pour nous, ça donne l'occasion de revoir nos façons de faire. On a une commission itinérante. On a rencontré 2000 personnes sur le terrain. Puis on est en train de revoir nos façons de faire nos documents, nos façons de voir nos instances, de voir nos décisions. On veut, en tout cas, il y a un ensemble de facteurs, là. On veut ajouter de la proximité avec nos membres. Il y a un ensemble de facteurs, peut-être qui va nous amener en négociation également à changer nos façons de faire aussi. Mais en même temps, on ne peut pas être seul pour danser le tango. Alors, il faut qu'il y ait une volonté de le faire aussi du côté de nos vis-à-vis patronaux. Et ça, c'est pas gagné d'avance non plus. J'entends souvent le message de les syndicats bloquent ci, les syndicats sont comme ci. C'est qui les syndicats? Les syndicats, moi, c'est 200 000 membres chez nous. C'est des travailleux, c'est des travailleurs qui viennent travailler. Le syndicat, c'est pas les 5 membres du conseil exécutif. Là. Le syndicat, le degré d'initiative qu'on a comme représentant syndical, c'est très peu. Nos membres présentent le même profil que l'ensemble de la société, ne sont pas différents. Nos membres sont issus des citoyennes, des citoyens. C'est du vrai monde, nos membres. C'est pas des gens avec un tag, là, une étiquette, c'est marqué syndiqué, puis là, déjà, on est dans une autre catégorie. Les gens, ils ne choisissent même pas d'être syndiqués, là, nécessairement. Mais nos membres, c'est des gens engagés qui partagent, dans une très grande majorité, des valeurs comme les nôtres. On ne pense pas que les membres sont déconnectés de la réalité. Mais actuellement, je vous dirais que moi, j'ai jamais vu ça. Ça fait environ 30 ans que je fais du syndicalisme. J'ai jamais vu une mobilisation à la hauteur de celle-ci. Au moment où on se parle, en 2015, là, avec les négociations en cours, j'ai vu des salles de rencontres où il y avait 50% des membres qui venaient voter. On était dans des votes de grève, mais qui venaient participer au vote. J'ai vu des salles de 1600 personnes. La salle n'était pas assez grande pour contenir tout le monde. Et moi, je suis plutôt d'un naturel optimiste. Il y a des gens qui disent souvent que ça va mal, le syndicalisme. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les salles, puis que le gouvernement... C'est vrai que le gouvernement nous tape dessus, puis c'est pas valorisé, puis le syndicalisme est souvent l'empêcheur de tourner en rond, puis on les entend, toutes les ritournelles. Moi, quand je vais les rencontrer, nos syndicats affiliés, puis que c'est des rencontres avec les personnes déléguées, il n'en manque pas beaucoup de délégués. Ils ont réussi à nommer des délégués partout. Il y a encore des gens qui s'impliquent. Oui, c'est vrai que nos assemblées pourraient être dynamisées puis pourraient avoir plus de monde. Il y a des gens qui font confiance aux syndicats puis il y a des gens qui ont d'autres intérêts, mais chez les syndicats, il y a une relève qui existe. Donc, il y a un intérêt. Là. Il y a un intérêt, il y a une relève. Mais cette relève-là, il faut comme lui donner des conditions actuelles, je dirais, de syndicalisme. Le syndicalisme ne peut plus être comme autrefois. Moi, je me rappelle, le syndicalisme, c'était... Écoutez, la militance syndicale, c'était... on voyait les gens, puis on disait non, je ne veux pas faire ça, là. Les gens veillaient tard, c'était travailler la nuit, la fin de semaine. Il y a encore un petit peu de relent de ça, puis c'est vrai que les conditions sont difficiles. Ma femme me dit souvent, tu te bats pas pour des conditions de travail, toi? Quand j'arrive chez nous le dimanche, puis je suis parti depuis le mercredi d'avant, il faut un petit peu décrocher de ça, puis... dire aux jeunes, ça peut être plaisant le syndicalisme. J'ai commencé notre entrevue en vous disant que moi, ce qui m'a emmené dans le syndicalisme, parce que j'ai réussi à faire un syndicaliste qui pouvait être plaisant. Le plaisir au travail, le plaisir dans le syndicalisme, le plaisir dans la militer. C'est encore possible de faire un syndicalisme où on trouve du plaisir à faire du syndicalisme. Et c'est ça que pour la relève, je pense qu'il va falloir faire la promotion. Les jeunes maintenant s'impliquent, mais ils s'impliquent différemment que par le passé.
On a des jeunes qui disent « Moi, là, c'est l'environnement qui me branche. » Et là, chez nous, on a développé beaucoup sur le développement durable, l'environnement et tout ça. Ils vont s'impliquer par cette branche-là et ils vont voir que dans le syndicalisme, ben, il y a d'autres valeurs qu'ils partagent et ils vont décider de s'impliquer. Il y en a d'autres qui vont dire « Moi, c'est les stages internationaux, l'aide humanitaire. » Bien, on en fait aussi. On travaille avec Oxfam, entre autres. On travaille avec d'autres groupes. Ils vont aller faire un stage, ils vont revenir, ils vont avoir le goût de s'impliquer comme délégués, ils vont suivre la filière. D'autres vont s'impliquer parce qu'ils aiment d'autres aspects. Et les jeunes, finalement, la relève va arriver par différentes filières. Mais il faut encourager ces filières-là. C'est comme ça, je pense. Puis toujours ramener au fait que ça peut être plaisant, le syndicalisme aussi. Que c'est pas quelques fous qui font ça et... tu sais que c'est une vocation, puis que tu nais avec, ou si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas jamais en faire. Il faut se décoller de ça aussi. Mais je pense qu'il faut donner l'exemple un peu. C'est pour ça, au moment où on se parle, les gens le savent aussi dans mon organisation. J'ai toujours un groupe de musique là, rock comme j'avais avant, et c'est ce qui me permet de fermer le tiroir, puis de faire des spectacles de musique rock désopilants en dehors des fonctions syndicales. Parce que ça permet d'avoir un équilibre entre le travail. Sinon, moi, le syndicalisme, je vais retourner à ce que j'ai connu chez d'autres personnes où il n'y avait que le syndicalisme dans la vie et sans syndicalisme, point de salut. Ben moi, je vous le dis, j'ai une autre vie à part du syndicalisme. Le syndicalisme, c'est un aspect de ma vie, mais il faut qu'il y en ait un autre aussi. J'ai une vie de couple, j'ai une vie avec des enfants, j'ai une vie sociale à y avoir en dehors des gens que je côtoie dans le syndicalisme. Je pense qu'il faut trouver un équilibre des deux. Puis la relève aujourd'hui, ben faut pas dire qu'elle va être moins dédiée que d'autres l'ont été dans le syndicalisme. Elle va l'être autant, mais sur des sujets plus d'intérêt, puis en gardant un équilibre, en gardant une conciliation famille, travail, syndicalisme et études parfois aussi. Donc, il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Si c'était à recommencer, moi, je ne regrette pas les choix que j'ai faits par le passé. Si c'était recommencé, probablement que j'aurais continué à étudier davantage. Parce que j'ai toujours... je crois que je ne veux pas appeler ça une carrière, mais j'ai eu quand même un cheminement intéressant. Puis je suis quelqu'un d'heureux dans la vie, je ne suis pas quelqu'un qui est malheureux. J'aurais aimé étudier davantage certains aspects. Dans mon plus jeune âge, parce que, à défaut d'avoir fait de très longues études, on se rend compte assez rapidement que pour traverser certaines étapes de notre vie, les embûches sont plus difficiles. Il faut prendre des bouchées doubles, et si j'avais quelque chose à recommencer, probablement ce serait ça. J'aurais probablement aimé passer plus de temps avec mes enfants aussi, d'avoir du temps de qualité, mais le militantisme, ça a été ça dans mon histoire aussi, c'est que... Et la précarité d'emploi aussi. Précarité, faire vivre une jeune famille. Il fallait que j'ai plusieurs boulots en même temps. Et ajouter du syndicalisme. Donc, ça fait que j'aurais aimé passer un peu plus de temps avec mes enfants, mais en même temps, ce temps-là, je pense que je le rattrape maintenant et c'est du temps de qualité aussi. Alors, mais le reste, je pense que les choix qui nous arrivent, les choix, les opportunités, les embranchements dans le chemin, on fait des choix, il faut les assumer. Moi, j'ai toujours très bien assumé les choix que j'ai faits. Je continue à les assumer d'ailleurs. Ça a été le fun, puis ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Puis je vous dirais, comme j'ai dit à quelqu'un, la journée que j'arriverai un matin dans mon bureau ou dans mon lieu de travail en me disant « j'ai pas le goût aujourd'hui », puis des fois, c'est vrai qu'on n'a pas le goût. Mais la journée que je commencerai à trouver ça plate, je commencerai à trouver un moyen de faire autre chose.